À l'été 1958, l'équipe nationale argentine, portée par un espoir immense, se rendait en Suède. Après des années d'absence des compétitions internationales, dues à des raisons politiques et à un isolement volontaire, la Albiceleste revenait en championne d'Amérique du Sud, forte de son titre convaincant en Copa América 1957. Composée de joueurs encensés comme des artistes du terrain incarnant le style La Nuestra, un style riche en technique, en improvisation et en fierté. L'Argentine était censée écrire une légende confirmant son statut de numéro 1 mondial. Les supporters, restés au pays, croyaient en ces joueurs exceptionnels qui allaient parcourir l'Europe et ramener la coupe à Buenos Aires. Mais hélas, l'histoire du football est parfois faite de tragédies cruelles plutôt que de douces mélodies. Au lieu de la gloire, elle connut le désastre en Suède, le plus grand choc psychologique de son histoire, où la fierté se heurta de plein fouet au pragmatisme européen. Mais derrière les larmes, les critiques et les moments de désespoir à Helsingborg ou Halmstad cette année-là, se cachaient des êtres humains de chair et de sang. Plus de 60 ans ont passé et le temps a recouvert ces films en noir et blanc de poussière, mais le destin de ces jeunes hommes reste une histoire poignante. Certains sont nés de leurs cendres pour devenir des légendes immortelles, révolutionnant le football. D'autres sont tombés dans l'oubli. Tragiquement, certains génies ont dû finir leurs jours dans la pauvreté et la solitude. Aujourd'hui, tournons les pages de leur vie. Plongeons au cœur de l'âme des 15 joueurs les plus emblématiques de l'équipe d'Argentine de 1958 pour comprendre que derrière les projecteurs ou les ombres du terrain, la vie est le combat le plus difficile qui soit. Amadeo Carrizo, le gardien de but en avance sur son temps. Cette année-là, dans les buts argentins, se trouvait Amadeo Carrizo, un homme de 32 ans aux mains d'acier et à l'esprit révolutionnaire. Carrizo n'était pas un simple gardien. Il fut le premier à redéfinir le poste. Alors que ses prédécesseurs restaient cloués à leur ligne de but, Carrizo sortait de sa surface, jouait au pied et lançait des attaques comme un libéro. En Suède, en 1958, malgré la pluie de buts encaissés lors de la défaite 6-1 face à la Tchécoslovaquie, personne ne pouvait nier son talent et son élégance. Carrizo captait le ballon avec un calme étonnant, souvent d'une seule main, et ses dégagements étaient à l'origine de contre-attaques fulgurantes. Il était l'âme, le gardien le plus fiable que River Plate ait jamais connu. Après le cauchemar suédois, Carrizo devint la cible de nombreuses critiques. Sa maison fut même caillassée au retour de l'équipe. Mais c'est dans l'adversité que le courage d'une légende brilla véritablement. Il ne s'effondra pas et se releva pour consacrer une décennie supplémentaire à River Plate, battant tous les records d'apparition. Il devint le modèle pour tous les gardiens de but sud-américains qui suivirent, d'Hugo Gatti à Chilavert. La vie personnelle de Carrizo était à l'image de son professionnalisme et de sa loyauté. Il menait une vie simple, loin des scandales, et offrait tout son amour à sa famille et à River Plate. Après sa retraite, il ne se consacra pas à l'entraînement de haut niveau, mais choisit de transmettre sa passion aux jeunes générations et de profiter de sa retraite auprès de ses petits-enfants. Carrizo fut nommé président d'honneur de River Plate, un symbole vivant de fidélité. Le contraste entre un Tarzan féroce dans les buts et un homme doux et humble dans la vie ne fit qu'accroître le respect qu'il suscitait. Federico Vairo, le cœur sensible en défense. Federico Vairo, défenseur central de 28 ans évoluant à River Plate, était un autre pilier de la défense argentine. Contrairement à la férocité de Delacha, Vairo jouait avec intelligence et discernement. Sa technique personnelle était étonnamment bonne pour un défenseur, et il effectuait souvent des feintes pour se défaire du pressing adverse. Lors de la Coupe du Monde, 1958, Vairo dispute l'intégralité des 3 matchs, se préparant à affronter les assauts dévastateurs de ses adversaires. Malgré des résultats décevants, Vairo reste dans les mémoires comme l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération. Il est également célèbre pour l'anecdote selon laquelle il souhaitait reverser l'intégralité de sa prime à un employé du club dans le besoin, témoignant ainsi de son immense compassion. Après le tournoi, Vairo demeura un pilier de River Plate, puis rejoignit O'Higgins au Chili, où il devint une légende et contribua au développement du football chilien. La vie de Vairo était empreinte d'humanité et de générosité.
Pour lui, le football n'était pas un moyen de s'enrichir, mais une façon de créer des liens entre les gens. Vyro menait une vie simple, toujours attentif à son entourage et particulièrement aimant envers les enfants. Fait intéressant, Lionel Messi, la superstar du 21e siècle, était lui aussi originaire de Rosario et fut un jour comparé à l'esprit de Vyro. Il passa les dernières années de sa vie dans sa ville natale, participant au repérage de jeunes talents pour River Plate. Soucieux du développement du football chez les jeunes, il souhaitait offrir des opportunités aux enfants défavorisés, comme il l'avait été lui-même. Mais le chemin de cet homme au grand cœur s'acheva. Le 7 décembre 2010, Federico Vyro s'éteignit à Buenos Aires à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Nestor Rossi, le cri du général au milieu de terrain. À 33 ans, Nestor Pipo. Rossi était le pilier. Le poumon est la voix de l'Argentine. Doté d'un physique colossal et d'un style de jeu féroce, parfois brutal, Rossi incarnait à la perfection le rôle de numéro 5 dans le football sud-américain. Non seulement il récupérait le ballon, mais il en était aussi le distributeur, dictant le rythme du match avec une fierté naturelle. En Suède, la lenteur de son âge et son style de jeu axé sur la puissance furent pleinement exploités par la flexibilité des équipes européennes, faisant de lui un symbole de l'obsolescence des tactiques d'antan. Cependant, personne ne pouvait nier le leadership inné qui coulait dans les veines de Pipo Rossi. Après l'échec de 1958, Rossi continua de jouer au plus haut niveau pendant quelques années avant de se tourner vers l'entraînement. Il transposa l'autorité d'un général du terrain au banc de touche, dirigeant de nombreux grands clubs, et même l'équipe nationale argentine. Sa vie fut une succession de moments intenses, où il était toujours au centre de l'attention, grâce à une forte personnalité, n'hésitant pas à s'exprimer avec véhémence. En dehors des terrains, Rossi était un homme généreux qui chérissait la loyauté, mais aussi un homme au tempérament fougueux. Il vécut en véritable gangster noble, protégeant toujours ses cadets, et ne cédant jamais aux pressions. Sa carrière, de joueur à entraîneur, fut le parcours d'un homme déterminé à imposer sa volonté de gagner en toutes circonstances. Il fut le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération, même si son conservatisme suscita parfois la controverse. Mais toute bataille a une fin. Le 13 juin 2007. Pipo. Rossi s'éteignait à l'âge de 82 ans. Sa disparition marquait la fin d'une ère footballistique à la fois romantique et tumultueuse, où les numéros 5 jouaient non seulement avec leurs pieds, mais aussi avec des cœurs ardents et des têtes froides. José Varaca, les poumons infatigables. José Varaca, le milieu de terrain de 26 ans, aborda la Coupe du Monde 1958 avec une énergie débordante et la ferme intention de faire ses preuves. Joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en milieu défensif qu'en défense centrale. Varaca se distingua par son infatigable combativité et son style de jeu moderne, simple mais efficace. Alors que ses coéquipiers plus âgés commençaient à accuser le coup de la fatigue, Varaca fut l'un des rares à conserver un enthousiasme ardent, courant sans relâche pour combler les espaces. Il était alors perçu comme l'avenir du football argentin, une lueur d'espoir dans la nuit de la défaite. La carrière de Varaca a ensuite connu un essor remarquable lorsqu'il a rejoint River Plate en tant que joueur, avant de se consacrer à une carrière d'entraîneur honorable. Il a notamment été l'adjoint du légendaire sélectionneur Menotti lors de la Coupe du Monde 1974, contribuant ainsi à poser les fondements du football argentin moderne. La vie personnelle de Varaca était d'une grande simplicité. Il était connu pour être un homme sérieux, discipliné et extrêmement responsable. Il n'a jamais laissé la célébrité l'aveugler, gardant toujours les pieds sur terre et se concentrant sur son métier. Il considérait le football comme un travail sérieux et non comme une simple promenade de santé, une philosophie qui l'a guidé tout au long de sa vie. Varaca a également été un mentor pour de nombreuses générations de joueurs, leur transmettant son expérience et son éthique professionnelle. Cependant, le parcours de ce travailleur acharné s'est achevé le 22 octobre 2018. Il est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'un AVC. La disparition de Varaca nous rappelle l'importance de la contribution discrète mais inestimable de ces héros qui, sans panache, ont œuvré sans relâche pour toute une culture footballistique. Pedro de l'Acha, le mur de la forteresse solide,
capitaine de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1958. Pedro de Lacha, alors âgé de 31 ans, était un défenseur central d'acier, au sens le plus pur du terme. Surnommé Don Pedro de la Surface, il possédait un style défensif serein, une excellente lecture du jeu et des tacles d'une précision chirurgicale. Bien que la défense argentine se soit effondrée face à la Tchécoslovaquie cette année-là, De Lacha n'en était pas entièrement responsable. Il s'est battu comme un guerrier solitaire, tentant de pallier les lacunes d'un système tactique défaillant. De Lacha était l'emblème du Racing Club, où il a passé la majeure partie de sa jeunesse, se consacrant corps et âme et remportant de nombreux succès. Après avoir quitté les terrains, De Lacha a rapidement démontré son intelligence sur le banc de touche. Il est devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football sud-américain, menant l'Independiente à 2 prestigieuses Copa Libertadores. Sa vie illustre parfaitement la transition réussie du joueur sur le terrain à l'architecte du jeu sur le banc. De Lacha menait une vie discrète et humble, à l'opposé de sa fougue sur le terrain. Homme de famille, il apparaissait rarement dans la presse pour des révélations sur sa vie privée. Il se consacrait corps et âme à l'étude du football, recherchant de nouvelles tactiques, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, comme en 1958. Cette diligence et ce sérieux lui valurent le respect absolu de ses élèves et de ses adversaires. Cependant, les lois de la vie, de l'âge, de la maladie et de la mort n'épargnent personne. Le 31 juillet 2010, Pedro de Lacha s'est éteint dans sa ville natale à l'âge de 84 ans. Francisco Lombardo, le garde silencieux. Francisco Lombardo, l'arrière droit de 33 ans de Boca Juniors, était le genre de joueur qui parlait peu, agissait beaucoup. Lors de la Coupe du Monde 1958, il était l'un des joueurs les plus expérimentés, chargé de protéger son flanc face aux ailiers rapides d'Europe. Lombardo ne faisait pas de gestes spectaculaires, ni de tacles ostentatoires. Il jouait avec discipline et un respect scrupuleux des règles tactiques. Il incarnait la solidité, le joueur que tout entraîneur rêvait d'avoir dans son effectif pour garantir la sécurité de la défense. La carrière de Lombardo fut indissociable de Boca Juniors, puis de River Plate, où il fut l'un des rares joueurs respectés par les 2 clubs. Après sa retraite, il choisit une vie loin des projecteurs, refusant de devenir un entraîneur célèbre ou un commentateur. Lombardo se retire pour vivre une vie simple auprès de sa famille. Il trouvait du bonheur dans les choses simples, les repas en famille et s'occuper de ses petits-enfants. Son silence après sa retraite était à l'image de son jeu. Discret, mais toujours présent en cas de besoin. Il laisse la preuve qu'une star peut trouver le bonheur dans l'anonymat après avoir quitté les terrains. Cependant, la loi de la vie et de la mort n'oublie personne. Le 24 mai 2012, Francisco Lombardo s'éteignit à l'âge de 86 ans. Il partit paisiblement, comme il avait joué, laissant derrière lui la nostalgie d'un âge d'or du football classique pour les supporters de Boca Juniors. Oreste Corbata, le sourire triste du clown du terrain. Sur l'aile droite, Oreste Corbata, un jeune homme de 22 ans aux jambes arquées et au sourire naïf, était un phénomène fascinant. On le surnommait le Garrincha argentin, doté d'une technique de dribble magique. Corbata ridiculisait les défenseurs adverses. Il ne courait pas, il dansait avec le ballon. Lors de la Coupe du Monde 1958, Corbata fut l'une des rares lueurs d'espoir, marquant lors des 3 matchs de poule, une performance individuelle remarquable au sein d'une équipe globalement désorganisée. Son style de jeu mêlait une fougue urbaine à un talent inné, impossible à acquérir dans les livres. Il jouait à l'instinct, avec la joie pure d'un enfant resté enfant, suscitant l'enthousiasme et les rires du public. Pourtant, la vie de Corbata contrastait fortement avec son talent sur le terrain. Un tableau terni par la tragédie de la pauvreté et de l'ignorance. Analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire, et cette innocence même fit de lui une victime de la tromperie. Après des années de gloire au Racing Club et à Boca Juniors, durant lesquelles il amassa des fortunes, sa carrière déclina peu à peu. Ce n'est pas une blessure qui la fit s'effondrer, mais l'alcool et la solitude. Il connut plusieurs épouses, mais aucune ne resta à ses côtés lorsque sa gloire s'estompa. Corbata dilapida son argent, fut spolié de tous ses biens et sombra peu à peu dans l'alcool pour oublier la dure réalité. On voyait souvent l'ancienne star errer dans des bars miteux, racontant ses anciennes victoires à qui voulait bien l'écouter en échange d'un verre de vin. L'image du clown qui faisait rire sur le terrain avait imprégné sa vie, mais il n'était plus qu'un clown en larmes derrière un masque. Le 6 décembre 1991,
Norberto Menendez. Le flamboyant Beto. Norberto Beto Menendez, l'attaquant de 21 ans de River Plate, était l'un des plus grands espoirs argentins en Suède. Il a inscrit le premier but lors du match contre l'Irlande du Nord. Un éclair de génie, doté d'un jeu intelligent, d'un placement impeccable et d'une grande variété de finitions. Menendez était un attaquant moderne et polyvalent. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 championnats nationaux avec River Plate, puis 3 autres avec son rival historique, Boca Juniors, un exploit sans précédent qui témoigne de son talent et de son courage face à la pression. La vie de Menendez fut une véritable montagne russe émotionnelle. Porter les maillots des 2 plus grandes équipes rivales d'Argentine l'exposa aux assauts de l'opinion publique. Mais Beto répondait toujours par des buts sur le terrain. Andahor, c'était un homme joyeux et sociable, aimé de ses coéquipiers. Cependant, après sa retraite, sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. L'aura des terrains s'estompa, laissant un vide difficile à combler. Il peina à trouver sa place dans la société, un syndrome fréquent chez les stars du football de cette époque. Néanmoins, l'amour des supporters pour Beto ne s'est jamais éteint, car il était celui qui, par son talent, unissait les 2 camps de Buenos Aires. Mais toute bonne chose a une fin. Le 26 mai 1994, Norberto Menendez s'éteignit à l'âge de 57 ans, un âge relativement jeune. Sa disparition laissa un grand vide chez tous ceux qui avaient aimé le style flamboyant et le sourire radieux de cet attaquant d'antan. Ángel Labruna, la divinité gardienne de la rivière d'argent. Portant symboliquement le brassard de capitaine et étant le joueur le plus âgé du tournoi à 39 ans, Ángel Labruna était une légende vivante, même sur le terrain. Il incarnait à la perfection la Máquina, la machine de River Plate des années 40. Même à l'approche de la quarantaine en Suède, Labruna faisait encore preuve d'une maîtrise technique exceptionnelle, d'une précision chirurgicale dans la surface de réparation et d'une intelligence tactique hors pair. Bien que sa force physique ne lui permette plus de tenir 90 minutes, chaque fois qu'il touchait le ballon, on voyait encore la silhouette d'une légende. Il était le lien entre un passé glorieux et un présent difficile, l'aîné s'efforçant de redonner espoir à ses cadets au cœur de la tourmente qui secouait l'Europe du Nord. La carrière de Labruna était indissociable de River Plate. Après avoir raccroché ses crampons, loin de se contenter d'une vie paisible, il poursuivit sa carrière d'entraîneur où il écrivit de nouvelles pages d'or. C'est lui qui mit fin à 18 ans de disette pour River Plate à son retour comme entraîneur, s'imposant comme un saint dans le cœur des supporters du Rivière d'Argent. Sa vie tournait autour du ballon et d'un amour profond pour les couleurs rouge et blanc. Homme de famille, son cœur appartenait toujours en partie à River Plate. Frank it direct, il défendait sans relâche la philosophie d'un football offensif et séduisant. On raconte même que, alité et malade, il s'enquérait encore du score de River. Son dévouement était la preuve d'un amour éternel et désintéressé. Mais un jour, ce cœur passionné dut s'éteindre. Le 19 septembre 1983, Ángel Labruna décédait subitement d'une crise cardiaque alors qu'il se promenait dans son jardin. À l'âge de 64 ans, il s'est effondré dans les bras de sa compagne, doucement comme il tenait autrefois le ballon, laissant un immense vide au stade monumental, où aujourd'hui encore, une statue géante de lui se dresse fièrement, veillant sur les rêves de générations. José Sanfilippo, l'assassin oublié sur le banc. L'une des histoires les plus controversées de 1958 concerne José Sanfilippo, alors âgé de 23 ans et attaquant vedette de San Lorenzo, qui ne joua pas une seule minute. Ce redoutable buteur né dans la surface de réparation, qui allait devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football argentin, fut écarté de l'équipe première cette année-là. Son absence fut considérée comme une grave erreur de recrutement. Car alors que l'attaque argentine était en panne, un véritable atout offensif devait rester sur le banc. Sanfilippo possédait un instinct de buteur terrifiant, une grande finesse et un ego démesuré. Après la déception en Suède, Sanfilippo a explosé de rage pour prouver au monde entier qu'il avait tort. Il a enchaîné les buts, devenant meilleur buteur de chaque tournoi auquel il a participé. La vie de Sanfilippo a été riche en émotions et en controverses. Il est devenu célèbre pour ses déclarations franches, parfois choquantes, à la télévision, en tant que commentateur. Il n'hésitait pas à critiquer ses cadets, notamment Messi et Maradona, avec le regard lucide d'un homme d'expérience.
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Sanfilippo est toujours resté fidèle à lui-même, fier et intransigeant. Il est toujours parmi nous, une figure emblématique du football argentin. Aujourd'hui, à un âge avancé, José Sanfilippo apparaît encore dans les médias, conservant son esprit de vif et une pointe d'amertume dans ses propos, celle d'un homme qui aime le football en silence et exige toujours la perfection. Il est le témoin vivant le plus éloquent d'une génération dorée et continue de raconter l'histoire de sa propre voix. Eliseo Mourinho, la tragédie du futur capitaine. Eliseo Mourinho, le milieu de terrain de 31 ans de Boca Juniors, était un cas à part. Bien que sélectionné et considéré comme un leader spirituel important, il ne participa pas à la Coupe du Monde 1958 en raison d'une blessure ou de choix tactiques discutables. Surnommé le gentleman du terrain, Mourinho était reconnu pour son intelligence de jeu, son sens de l'organisation et sa capacité à faire le lien entre les lignes. Il était pressenti pour être le maître à jouer, mais le destin ne lui offrit pas l'opportunité de briller sur la plus grande scène mondiale cette année-là. Après le tournoi, Mourinho décide de relever un nouveau défi au Chili, sous les couleurs de la Croix verte. Il voulait prendre un nouveau départ, faire ses preuves dans un nouveau pays. Mourinho était un homme introspectif, sensible et très attaché à sa famille. Il rêvait d'une vie paisible après avoir raccroché ses crampons, d'ouvrir une petite entreprise et de vivre heureux avec sa femme et ses enfants. Mais le destin en décida autrement. Le 3 avril 1961, l'avion transportant l'équipe de la Croix-Verte s'écrasa sur les pentes des Andes. Eliseo Mourinho et tous ses coéquipiers périrent dans cette terrible tragédie aérienne. Il nous quitta à seulement 33 ans, alors que ses rêves étaient encore inachevés. Sa mort fut un choc immense, laissant un chagrin infini et faisant de lui une légende tragique, une étoile éteinte dans le ciel avant d'avoir pu briller de tout son éclat. Osvaldo Cruz, l'exercice sur le flanc gauche. Osvaldo Cruz, âgé de 27 ans, était membre du légendaire quintet offensif d'Independiente. Lors de la Coupe du Monde, 1958, il dispute 2 matchs, apportant vitesse et centre précis depuis le flanc gauche. Ailier classique, Cruz longeait la ligne de touche et étirait le bloc adverse. Bien qu'il n'ait pas marqué, son assiduité et sa capacité à soutenir les attaques furent un atout précieux. Il incarnait le style de jeu offensif et flamboyant prôné par Independiente à cette époque. Après la Suède, Cruz continua de briller en club, remportant de nombreux titres de champion national. Il joua également au Brésil, à Palmeiras, une expérience qui lui permit de perfectionner son jeu. La vie de Cruz était relativement paisible comparée à celle de ses coéquipiers. Il savait épargner et préparer l'avenir. Après sa retraite, il participa à la formation des jeunes et mena une vie stable et confortable. Il assistait fréquemment aux réunions d'anciens joueurs, partageant avec eux les souvenirs de ces années glorieuses. La simplicité de Cruz apporta une douce sérénité à la symphonie parfois tumultueuse de la génération de 1958. Cependant, le temps sut peu à peu raison des forces du vétéran. Le 20 mars 2023, Osvaldo Cruz s'éteignit à l'âge de 91 ans. Il fut l'un des derniers témoins de cette équipe à nous quitter, important avec lui le souvenir d'une époque où le football était encore primitif, mais empli de passion. Ludovico Avio, l'étoile filante. Ludovico Avio, l'attaquant de 25 ans originaire de Vélez Sarsfield, fut une agréable surprise. Bien que cantonné à un rôle de remplaçant stratégique, il a su saisir sa chance, inscrivant un but pour l'honneur lors de la défaite face à la Tchécoslovaquie et un autre contre l'Irlande du Nord. Avio a joué avec puissance, intensité et une grande combativité. Il a incarné l'esprit combatif, ne jamais baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles. Sa prestation, bien que brève, a laissé l'impression d'un joueur qui s'enflammait à chaque instant sur le terrain. La carrière d'Avio après sa retraite sportive ne fut pas aussi brillante que celle de ses célèbres coéquipiers, mais il a néanmoins conservé une place de choix dans l'histoire de Vélez. Homme pragmatique, il connaissait parfaitement ses capacités et s'efforçait toujours de travailler dur. Sa vie après le football fut rarement évoquée par les médias. Il choisit de se faire discret, menant une vie de citoyen ordinaire, travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille et évitant les scandales. Cette discrétion le rendit d'autant plus mystérieux aux yeux des supporters. Il incarnait ces joueurs discrets, ces héros qui contribuent à l'effort collectif sans rechercher la gloire. Le 23 juin 1996, Ludovico Avio s'éteignit à l'âge de 63 ans. Une disparition paisible, à l'image de sa vie, mais les buts qu'il marqua lors de la Coupe du Monde resteront à jamais gravés dans sa mémoire.